Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans votre magazine Le Point qui reçoit pour vous ce soir un écrivain, libre penseur. Il s'agit de Monsieur Hubert Kabassoubabou. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez plusieurs casquettes. Qu'est-ce qui vous arrange le plus? Non, pas ce qui m'arrange, mais ce qui est conforme à ma fonctionnalité ou mon fonctionnement dans la société. Est-ce que je suis libre penseur? Parce que la société contemporaine a besoin justement de ces types d'intellectuels que Michel Foucault appelait des intellectuels parisiastes. Ça veut dire l'intellectuel qui a la vaillance de la vérité ou de la véridiction. Les processus consistent à élucider la vérité de la société, mais également l'intellectuel que Foucault appelait katascopos. Ça veut dire qu'il est capable de capter la phénoménologie de la société en ce moment ici et de projeter la société dans le temps pour dire ce qui nous arrive maintenant. Si on projette dans le temps, voici ce qui peut advenir. Et donc, voilà, je suis libre penseur et écrivain, parce que j'ai écrit plusieurs ouvrages. Politologue. Je suis politologue de formation, mais d'abord, mon premier diplôme, c'est en sciences commerciales, à l'Institut supérieur des commerces. D'ailleurs, l'actuel DG, c'est mon ami de promotion. Et donc, je suis politologue. Et voilà, je suis aussi directeur de formation des US Africa Leadership and Government Academy, USALGA, qui est basée au Texas. C'est quoi exactement? C'est une académie des formations des leaders politiques dans l'art de gouverner. Vous savez, aujourd'hui, dans les pays anglo-saxons, certainement que dans les pays francophones, c'est peut-être rarissime, mais dans les pays anglophones, en tout cas, il y a de plus en plus la transformation des départements des sciences politiques où on crée des structures, des gouvernements, des School of Government. Vous avez les Harvard, qui a l'université Harvard, qui a les Kennedy School of Government, et vous avez à Princeton ou à MIT, ou même John Hopkins, le School of Government. En Afrique du Sud, l'université de Western Cape aussi, le School of Government. Donc, l'art de gouverner devient de plus en plus scientifique, technique. On parle même de e-government, l'utilisation, le recours aux algorithmes pour la conception des politiques publiques, mais également l'évaluation de la mise en œuvre de programmes de gouvernement. C'est d'ailleurs mon domaine de prédilection, parce que un leader politique qui est dans un parti politique qui a conçu, ou lequel parti politique, fédère, je veux dire, mobilise les hommes et les femmes autour d'une vision, autour d'un projet de société qu'il convertit en programme électoral pendant la saison électorale et lequel programme électoral va être converti, s'il est président de la République, en programme de gouvernement ou en programme présidentiel, matriciel. Donc, la fonction fondamentale d'un leader qui accède au gouvernement, c'est d'exécuter un programme de gouvernement. Le reste est accessoire. Et donc, il est extrêmement important qu'aujourd'hui, la société puisse penser justement à rendre matériel ces projets du caractère scientifique de l'art de gouverner, quoi. Nous allons attaquer directement l'actualité. Il y a exactement 100 jours que le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Son bilan est critiqué, largement critiqué. Vous êtes libre penseur. Quelle analyse vous faites des 100 premiers jours du chef de l'État à la tête du pays? Je pense qu'il faut avoir une politoscopie ou une lecture qui est systématisée mais qui est transcendantale, c'est-à-dire qu'il voit de manière symétrique ce qui est réalisé, les déficiences, etc. D'abord, je pense qu'il faut être positif pour dire que Est-ce qu'il y a aussi les points négatifs dans les 100 jours? Commençons par les positifs. Le positif, c'est que ça a donné un élan pour décanter des situations de déficience ou des situations de non-fourniture de certains services publics. Il y avait les routes qui étaient dans des situations catastrophiques et qui exigeaient, il y a des portions de routes qui n'exigeaient peut-être que 100 000 $. Il y a des portions de routes qui n'exigeaient peut-être que 20 000 $. On a vu, par exemple, l'avenue de l'université qui nécessitait des petits décaissements de moins de peut-être 10 millions de $. Et aujourd'hui, on voit qu'on est en train de travailler. Le pont Lubouye entre la province de la Chopo et la province du Maniema, c'est un pont majeur, un axe saillant, mais un pont qui ne supportait pas les gros tonnages. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a un flux majeur d'ailleurs, qui lie 4 provinces. Des gens viennent de Bumba en passant par la Chopo, le Maniema, pour aller à Beni, etc. Donc c'est majeur. Et dans des communes comme, je ne sais pas moi, à la Tchangou, avenue Sablière, par exemple, un axe majeur. Donc, il y avait de goulots d'étranglement qui nécessitaient des actions immédiates. Également les hôpitaux et les écoles. L'Institut Mokenge, là-bas, qui était en dévastation tout à fait catastrophique. Et aujourd'hui, on est en train de construire. Mais également, des axes où les gens se faisaient écraser matin, midi, soir, où on conçoit aujourd'hui la nécessité de créer des sortes de passerelles en hauteur pour éviter l'embouteillage, parce que les gens doivent traverser, etc. Donc, il y avait
tous ces problèmes-là qui nécessitaient, je veux dire, une intervention majeure. Et on voit que, par exemple, en ce qui concerne les routes, il y a beaucoup qui sont, d'ailleurs, par exemple, sablières, c'est à 100%, d'autres, c'est à 50%, d'autres à 30%. C'est donc des avancées majeures. Un autre exemple qui, à mon avis, me semble, les gens pourraient dire c'est frivole, mais c'est très significatif. Vous voyez, sur le boulevard du 30 juin, on a des signaux indicateurs de la circulation qui étaient en panne, ça fait, je crois, 10 mois. Tout le monde s'y était adapté, même les autorités s'y étaient adaptées. Encore que jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à rouler même dans le sens contraire. Et là aussi, il faut de la volonté, mais on pourra en parler plus tard. Et donc, aujourd'hui, ces signaux fonctionnent. Ces signaux fonctionnent, même si certaines personnes ne les respectaient pas. Et donc, il y avait nécessité de cette impulsion des 100 jours pour décanter ces goulots d'étranglement qui rendaient la vie extrêmement difficile à la population. Ça, c'est tout à fait acceptable. Vous avez parlé de points positifs et points négatifs. Les points négatifs, c'est que, comme disait Harold Laswell, la politique, c'est qui reçoit quoi, quand, comment et où. Harold Laswell, qui est d'ailleurs un de vos grands maîtres penseurs de la communicologie, parce qu'il dit l'information, qui dit quoi, où, comment, mais en termes, aux États-Unis, on considère Harold Laswell plus comme un grand politologue, avec sa définition de la politique comme étant qui reçoit quoi, quand, comment et où. Et donc, il y a cette problématique de la justice distributive. C'est le premier problème. Les projets qui ont été retenus, il y a beaucoup de gens qui habitent aussi des coins et des provinces, dans le Sankourou, qui est une province, ma foi, moyenâgeuse, dans la province de Chuapa, qui est une province dont la population est catapultée dans des conditions existentielles presque précoloniales, qui n'ont pas vu. Donc on devait calibrer par rapport aux provinces qui sont dans un état de dévastation avancée, on devait calibrer pour avoir un peu. C'est d'ailleurs, quand nous faisons des formations en ce qui concerne la conception des programmes de gouvernement, nous disons l'une des qualités d'un programme de gouvernement, c'est justement la justice. Distributive. Oui, la justice. Donc, quand vous concevez un programme de gouvernement, les actions et les projets que vous concevez, vous devez avoir en vous le sens de la justice par rapport aux aires ou aux territoires qui sont les plus dévastés vous, et qui sont plus ou moins avancés. Mis dans quel secteur? Je pense que Kinshasa a eu le gros. Kinshasa a eu le gros. C'est normal, non, parce que c'est la vitrine. Mais aussi parce que, bon, on s'imagine que c'est ici où les gens parlent beaucoup, l'opposition est plus ici, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une dimension de la communication, mais également de marketing politique derrière les 100 jours. Mais les provinces comme la province de Sankourou, la province de Lomami, la Chuapa, c'est des provinces qui auraient dû avoir un peu plus. Mais il y a aussi, même à Kinshasa, ici, quand vous voyez l'avenue ici, je sais pas, Ngouma, l'avenue vers le palais de Marbre, mais du côté de Nganda, mais c'est comme si on y avait jeté des obus. Vous imaginez? Et les gens se sont adaptés. Ce qui est fascinant avec enfin, je veux dire, les Congolais, même les autorités, c'est que les Congolais, que ce soit l'autorité, on a je veux dire, ce génie extraordinaire d'adaptation à la déficience ou crevasse, à l'injustice, on trouve toutes les modalités de contourner. Mais je pense que l'une des déficiences majeures, c'est d'abord en termes même techniques, parce que les 100 jours, c'est une pratique qui a été conçue, enfin, qui est devenue populaire. D'autres estiment que c'est à l'époque de Bonaparte en France, mais à l'époque contemporaine, on considère que ça a commencé avec Franklin Delano Roosevelt, le président américain, et qui est venu au pouvoir dans les années 30 après la récession. Et donc il avait besoin d'actionner des mesures susceptibles de tracter, de tirer l'Amérique de la récession. C'est un président qui a pris près de 76, 76 décrets présidentiels ou ordonnances présidentielles en un seul mois pour sortir l'Amérique de la récession. Mais ici, on doit dire que l'une des dimensions de déficience, c'est que normalement, dans la pratique de la gouvernologie, on intègre le 100 jours, on n'en fait pas un programme à part. On l'intègre dans le programme global. Ici, on aurait pu intégrer cela, je vais dire dans une perspective qui est orthodoxe, classique, dans le programme matriciel du chef d'État. Parce que comme on est dans un régime politique semi-présidentiel, c'est évidemment, la Constitution prévoit que c'est le gouvernement, le Premier ministre, celui qui conçoive le programme de gouvernement, mais il conçoit le programme de gouvernement en tenant compte du programme qu'on appelle matriciel du président de la République. Mais même le programme matriciel du président de la République est arrimé au cadre logique
stratégique nationale, notamment en RDC, au plan national stratégique de développement, qui existe, qui est un organe, un outil, un instrument de planification stratégique de la République. Est-ce que le programme lancé par le chef de l'État, ces programmes de 100 jours, est-ce qu'il répond aussi à ces critères-là? Oui, je pense que dans cette mesure, il répond parce que les axes qui sont là-dedans, ce sont les axes qui sont prévus également dans le plan national stratégique de développement. Mais l'autre dimension, c'est la dimension, moi je pense que c'est ici où il y a la plus grande déficience de ces programmes. Allez-y. C'est la dimension superstructurelle. Ça veut dire que la dimension qui est relative à l'injection des valeurs, voyez-vous, mais également à l'impulsion de la transformation des comportements. Ça veut dire c'est ça ce que les Congolais généralement oublient. Quand ils font le programme de gouvernement, ils parlent de ponts, ils parlent de routes, ils parlent de barrages. Ils oublient la dimension, je veux dire, anthropologique de la politique et du développement. L'être humain, l'homme, vous avez beau lui arranger la route, l'école, je sais pas moi, les barrages, mais tant que vous n'avez pas injecté dans ce structure mentale les valeurs, et pour actionner, commencer déjà à actionner un comportement pour dire voici les valeurs qui vont de pair avec cette dispensation. La valeur de la vérité, la valeur, je veux dire, de l'esthétique. La civilisation contemporaine a comme un des piliers l'esthétique, le sens du beau et du bien. Lorsque nous nous accoutumons aux montagnes d'immondices en dévorant les camundélés qui est cuit à côté d'un chien en décomposition sur un tas d'immondices, et nous nous accoutumons, et lorsque nous roulons dans les sens inverses, et que d'entrée de jeu, l'arche-leader qui est au sommet de l'État ne commence pas à poser la problématique fondamentale de la transformation de l'homme, de l'injection des valeurs qui développent, il y a problème. Il y a problème. Mais également, l'autre déficience, je pense que c'est une déficience des méthodes. Ça pourrait évidemment être corrigé dans le temps, mais il y a également une déficience en termes de méthode. On ne sent pas que, on ne voit pas encore que l'idéologie des changements, les changements est comme un credo, mais l'idéologie des changements, encore virtuel. Les changementismes, si vous me permettez ces néologismes, n'a pas encore de doctrine, n'a pas encore de méthode. Voyez-vous. Mais je pense que ce sont des choses qu'on pourrait rectifier avec le temps. Est-ce qu'on ne peut pas excuser le chef de l'État parce que 100 jours, il n'a pas de Premier ministre, donc il n'a pas de coordonnateur de l'action gouvernementale? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne raison. Elle n'est pas absurde à première vue, mais ce n'est pas une raison suffisante. Parce qu'il existe un gouvernement, même si ce gouvernement n'est pas revêtu de la légitimité, je veux dire, fonctionnelle émanant, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, un régime semi-parlementaire, émanant de l'Assemblée nationale, mais il existe des institutions à travers lesquelles les chefs d'État, par exemple, faire comprendre aux Congolais que notre être est déficient en termes de valeurs, en termes de la normativité, impulser, si vous voulez, une nouvelle normativité existentielle, l'essence de la logique, l'essence du vrai, l'essence du beau. Ça ne demande pas qu'il y ait un gouvernement. Les chefs, l'arche-leader de l'État, de la société, parce que c'est l'arche-leader de la société qui conduit la société. Alors, vous ne pouvez pas transformer une société. Foucault parle d'un concept de gouvernementalité. C'est dans l'ensemble des logiques, des valeurs, des modes de raisonnement liés à l'art de gouverner. Voyez-vous, nous avons encore, je veux dire, la gouvernementalité de gouvernemange. Hein? Et donc, on n'a pas encore Je me demande si nos téléspectateurs vous comprennent. Oui, non, mais écoutez, c'est pas nécessairement que tous les téléspectateurs comprennent. Il y en a qui comprennent. Mais ils doivent apprendre aussi parce que moi, je suis formateur. Et donc, il y a des réalités, des changements d'une société que les téléspectateurs doivent apprendre. Quand on parle de gouvernementalité, les téléspectateurs doivent apprendre ça. Gouvernementalité, ça veut dire les raisonnements, les logiques de gouvernement. C'est là qu'il y a un problème. Les logiques de gouvernement, la manière de raisonner le gouvernement. Aujourd'hui, pour rectifier les tirs, parce qu'il y a eu beaucoup de cas, des cas négatifs, aujourd'hui, pour rectifier le tir, qu'est-ce que le chef doit faire? Je pense que je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer très rapidement. Allez-y. C'est en amont, voyez-vous. En fait, notre système politique, nous sommes une société en transition. Et notre système politique aussi est en transition. Les composants du système politique, c'est-à-dire les partis politiques, les ONG, la société civile, aussi sont en transition. L'une des déficiences des partis politiques, c'est qu'il n'y a pas de formation dans les partis politiques. On doit commencer en amont. C'est lui qui nous peut impulser, par exemple, que désormais,
les partis politiques doivent avoir comme mission aussi de former leurs cadres dans l'art de gouvernement. Si on avait fait ça, les chefs de l'État auraient été formés dans l'art de gouverner avant d'entrer au gouvernement. Vous comprenez ce que je veux dire? Les parlementaires aujourd'hui, 80%, ne savent pas ce que c'est. Et je peux vous garantir que d'ici 2 ans, on aura toujours des parlementaires qui ne savent pas, ils pensent qu'ils sont des policiers du gouvernement. Voyez-vous? Alors qu'ils sont aussi des acteurs de développement. Donc il faut, dans un premier temps, puisque nous sommes une société en mutation, il faut réinventer les partis politiques. Puisque nous voulons réinventer la société, il faut commencer par réinventer les partis politiques, que les partis politiques deviennent véritablement des creusets de formation, des cadres dans l'art de gouverner. Deuxième chose, c'est que l'une des dimensions fondamentales dans le programme de gouvernement matriciel du président de la République, c'est la dimension de l'être, la dimension de l'homme. Le président Kabila a été, bien qu'il l'ait dit avec, moi j'ai perçu en lui, dans son parler, dans cet énoncé, une sorte d'ironie, quand il a dit qu'il n'a pas su transformer les Congolais. Mais on a pris ça à la légère. Mais il a dit une chose fondamentale. Vous ne pouvez pas gouverner un peuple qui n'est pas transformé, qui a des habitudes et des valeurs contraires à l'idéal que vous voulez concrétiser, à l'idéal de la démocratie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que dans le programme matriciel du chef de l'État, il insiste sur la partie superstructurelle, les valeurs et les comportements. La transformation de l'homme congolais. Donc, et ça, c'est pas... méthode... Voilà. L'injection des valeurs, la pédagogie des valeurs, il faut les répéter. Il faut changer le comportement, la meilleure façon de changer le comportement, et ça c'est le corollaire, c'est avec les sanctions positives ou négatives. C'est comme on fait les expérimentations avec, l'exemple, l'analogie un peu, mais avec les animaux. C'est-à-dire s'il agit bien, tu lui donnes, je sais pas moi, une carotte, s'il agit mal, voilà. Donc il faut, j'allais dire dresser, mais non, ça veut dire transformer, inciter l'homme à se découvrir, à découvrir son potentiel, et à voir dans quelle mesure il peut se transformer lui-même, c'est ça le leadership transformationnel. Vous l'avez dit tantôt que le fait que le président de la République n'ait pas un Premier ministre ne pose pas vraiment de problème. C'est pas nécessairement un handicap en termes des actions des 100 jours. Mais le blocage qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est dû à quoi? Bon, il faut dire la vérité. Ça veut dire que c'est simplement une question de rapport de force. Pouvoir, le jeu, la dynamique de pouvoir. Voyez-vous, la Constitution dit que le chef de l'État, le président de la République, nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après avoir consulté cette dernière. Il y a plusieurs lectures. Quand on dit la majorité parlementaire, est-ce qu'il s'agit de la majorité et de la Chambre basse et de la Chambre haute? C'est aussi une ambiguïté de cet article. Quand on dit au sein de la majorité parlementaire, est-ce qu'il s'agit nécessairement d'un acteur politique qui est du Parlement? Parce que dans les pratiques, je veux dire, de démocratie contemporaine, notamment les régimes politiques à arrimage parlementaire, c'est généralement les chefs des partis politiques qui sont au Parlement qui deviennent des premiers ministres. Vous voyez, c'est ça le principe, c'est ça la pratique en Belgique, en Grande-Bretagne, et dans une certaine mesure en Afrique du Sud. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas prendre un acteur politique qui n'est pas de la majorité, qui est au Parlement, un extra-parlementaire et en faire un Premier ministre. Ça va créer des problèmes. C'est d'abord anti-politique, parce que ça décourage les acteurs politiques qui s'investissent, qui gèrent les partis, qui gèrent la coalition, qui gèrent les regroupements, qui sortent de l'argent, ils battent campagne. Maintenant, vous allez sortir quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a aucun investissement politique. C'est anti-politique, c'est anti-démocratique, dans la mesure où ce sont les gens qui sont dans les parlements qui sont investis d'une certaine légitimité du souverain primaire. Et d'ailleurs, ceci est d'autant plus vrai que dans l'histoire, l'évolution des systèmes politiques, la plupart des acteurs exécutifs sortaient de l'organe législatif. Et donc maintenant, pourquoi? C'est parce que simplement il y a des dynamiques de pouvoir. Il y a, la compétition, si vous voulez, la friction de deux pouvoirs. Si vous voulez, de cette dualité politique au sommet de l'État. Si les premiers ministres doivent sortir de l'Assemblée, de la majorité à l'Assemblée la majorité parlementaire, et le président a aussi un certain regard, il a le droit d'avoir une certaine exigence en ce qui concerne le profil, en ce qui concerne la trajectoire
de la personne qu'on veut désigner. Et donc, il y a eu des frictions, pas celui-ci, pas M. Youma, pour des raisons ABCD, mais moi, je pense que la raison qui a milité, en dehors des autres supputations relatives à la gestion, etc., je vois plutôt, moi, j'ai fait un article là-dessus, qui était très explicite. Ce n'est pas les codes miniers. Les codes miniers, c'est quelque chose d'excellent. Et moi, je suis même plus radical. On devait faire normalement, on ne devait pas simplement augmenter les taxes, mais on devait décréter un moratoire sur la cession de gisements miniers au privé. On peut bien développer un capitalisme d'État qui nous donnerait beaucoup plus d'argent que l'augmentation des taxes. Moi, je suis plus radical. C'est plutôt sur la problématique de son origine non parlementaire. Ça veut dire que ce n'est pas un politique. Les premiers ministres, c'est un chef politique. Et nous avons beaucoup de technopoliticiens excellents dans les FCC qui peuvent être désignés par le président de la République. Donc le président de la République a aussi une volonté. Et d'ailleurs, on dit le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est la capacité qui possède un individu ou un groupe d'individus de faire triompher leur volonté au sein d'une relation sociale. Et donc, même une relation politique. Donc, le président de la République a aussi une volonté, a aussi un regard par rapport à sa vision, par rapport à sa cognition, son entendement de là où il veut aller. Il a besoin d'un collaborateur d'un certain profil. Mais les FCC également, par rapport à ce que les FCC, les membres du FCC ont réalisé dans le pays, parce qu'il faut dire la vérité ici, c'est que Joseph Kabila, dans sa dispensation, il a réussi à donner à la République démocratique du Congo une démocratisation régénérative qui, a reconstruit l'État, qui était en dislocation et en faillite. Le professeur Kafoyan, comme j'ai dit, il parlait de Congo comme un État coquille. D'autres parlaient même de l'État comme du Zaïre, comme un État mafiotisé. Joseph Kabila a reconstruit l'État congolais. Vous pouvez l'aimer, ne pas l'aimer, ne pas être du FCC. C'est une vérité scientifique et tous les scientifiques partagent. Joseph Kabila a démocratisé, ça veut dire a posé les matériaux fondamentaux du système démocratique sous son leadership. La CENI, les lois électorales, la Constitution, etc. Il a aussi ressuscité en réalité l'économie qui n'existait plus. On est passé d'un produit intérieur brut de 14 milliards dans les années 70 à un produit intérieur brut de 4 petits milliards dans les années 92, avec un taux de croissance négatif, avec des inflations de plus de 3000%. Aujourd'hui, on parle d'un produit intérieur brut de plus de 37 milliards de dollars, une inflation qui, à un certain moment, sous Matata, a été même à moins d'1%. Donc, reconstruction de l'État, mise en place, construction démocratique avec toutes les composantes, que Mobutu, rappelez-vous, en 1967, Mobutu prend le pouvoir en 1965, en 1967, il met fin à la première expérience de démocratisation du Zaïre. Et Mobutu va dans un sens opposé à celui de Kabila. Il constitue au Zaïre un système politique quasi totalitaire. Avec le parti. Voilà, donc il y a un parti politique qui a même vassalisé l'État, parce que l'État était devenu inférieur au parti. Mais je voulais terminer par là. Oui, il a donné également une orientation à la société. Aujourd'hui, vous et moi, nous savons que le Congo va vers son émergence et la consolidation de la démocratie, même si là, on a... C'est une question qui suscite... beaucoup de débats. Oui, mais bien sûr, on n'a pas peur du débat, mais on peut le démontrer scientifiquement. Le Congo, aujourd'hui, quand vous regardez l'index de l'émergence du Congo... Le problème, c'est ça, il y a trop de chiffres, mais en réalité... Non, mais écoutez... Il n'y a rien. Mais la réalité, moi, je pense que le Congolais, c'est ça ce qui est gravissime, justement. Nous semblons souffrir d'une sorte d'amnésie politique. Je ne sais pas si vous avez vécu dans la ville ici, mais en tout cas, moi, j'ai vécu ici. J'ai grandi au camp Kokolo, j'ai grandi à Bandal. Il y a des moments où on vous disait, il n'y a plus de sucre. Vous faites un mois dans ce pays, dans cette ville, il n'y a pas de sucre. Il y a des moments où on vous disait, il n'y a pas de carburant, les gens doivent sortir à 5 h du matin pour l'avoir. Il y avait des moments où, deux anecdotes. On disait, les Américains sont venus ici, ils ont fait des études, ils ont ramené, ils ont mis dans leur ordinateur. L'ordinateur a dit que les gens sont tous morts. On disait, non, les gens mangent chacun, partout, une fois, tous les 2 jours. Il y avait des anecdotes comme ça. On est venu de très loin. On est le seul pays qui a connu la guerre mondiale africaine. Il n'y avait plus d'État. Donc, il ne faut pas parler du Congo comme si on recommençait l'histoire à zéro. C'est ça, l'amnésie politique, l'amnésie sociétale qui fait que les Congolais ont l'impression que l'histoire commence avec Félix Tshisekedi, que non. Félix Tshisekedi n'est pas le Big Bang de l'histoire du Congo. L'histoire du Congo a commencé il y a longtemps. On est passé on est descendu aux enfers véritablement. Donc, il faut prendre ça en considération lorsque vous regardez les choses. Mais maintenant, quelle est la mission, à mon avis? Les 100 jours, c'est excellent. Il n'y a pas de... Mais comme je dis, il y a des déficiences.
il n'y a pas de Premier ministre, je pense que c'est un problème qu'ils vont résoudre. Est-ce que cette situation arrange le président de la République? Non, je pense qu'il n'est pas. Ça n'arrange pas. Il voudrait bien. Quel est le président de la République qui va vivre indéfiniment. C'est son cabinet qui contrôle tout, son Premier ministre. Et... Bon, écoutez, il a la responsabilité, il est garant de la nation. Bon, c'est une situation qu'il faut gérer. Et moi, je pense qu'il gère ça politiquement d'une manière qui n'est pas dramatique. C'était dramatique, il y a des sorties médiatiques, les gens sautent au cou les uns des autres. Ce serait une catastrophe. Mais je pense que le président de la République fait preuve de sagesse en gérant cette situation de la manière que nous observons. Et ça va se décanter d'ici là. Le problème, c'est que je pense que les Congolais ont vécu tellement de catastrophes dans ce pays qu'ils souffrent d'une sorte de traumatisme post-guérison. Comme un homme qui a souffert d'une grave maladie mobutiste, la maladie de la descente aux enfers du Zaïre, dans les années 92, on nous avait même dit Bokoliane. Voyez-vous, à telle enseigne que, malgré qu'il est guéri de ça, qu'il est sorti de ça, il continue à avoir toujours peur, à avoir une sorte d'hallucination. On voit Joseph Kabila partout, et on pense qu'il y aura une catastrophe. C'est un exemple. Hein, les gens qui nous suivent à Kananga, dans la province du Kassai central, où vous étiez gouverneur, j'imagine qu'ils sont en train de dire, mais qu'est-ce que notre ancien gouverneur est en train de dire? Que maintenant, ça va. Non, je ne dis pas que ça va. Je dis que, comme libre penseur, hein, moi je parle comme libre penseur, je dis, les libres penseurs, comme je dis, il est catastrophe. Ça veut dire qu'ils regardent la situation, un regard transcendantal, dimension pédagogique pour dire, voici ce qui nous arrive, mais voyez voici la meilleure façon de voir. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'école de Francfort, c'est-à-dire l'école des néo-marxistes, et l'un des piliers de l'école de Francfort, Herbert Marcuse, parlait de la fausse conscience. Un pays, un peuple qui a un faux ou un entendement fallacieux de lui-même, ça veut dire une compréhension erronée de lui-même et de sa société et de sa société et de sa nation, est condamné à faire des erreurs gravissime. Voyez-vous, on ne dit pas que tout est bon, on dit qu'on a réalisé des choses sur lesquelles que le nouveau régime peut capitaliser pour nous amener plus loin. Parce qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi n'a plus à réinventer la démocratie. Et justement, par rapport à la gouvernance globale, quelles sont les réformes que doit mettre en place le président? Je voudrais, permettez-moi très rapidement pour répondre à la question de Kananga. Il est malheureux aujourd'hui, on entend parler de gens qui se sont évadés de la prison, etc. Kananga connaissait, le Kassai connaissait déjà une sorte de décollage. Malheureusement, il y a eu cette affaire de Kamwina Nsapu qui a empiré la situation, quoi. Les hommes d'affaires sont partis, même le petit commerçant sont partis. Il y a eu une dévastation des structures sanitaires, même dans les coins les plus reculés, à Luiza ou à Kalambambou, etc. Mais il y a de l'espoir. Le libre penseur, sa fonction, c'est de dire, regardons cette situation avec la foi, l'esprit, mais regardons aussi avec la raison. La foi, c'est de dire, c'est lorsqu'il y a des contradictions, des contrariétés, que nous devons déployer notre spiritualité pour appeler à l'existence ce que nous voulons, les Congos meilleurs, les Congos prospères, les Congos démocratiques, les Congos émergents. Mais sur le plan de la raison, c'est dire que c'est une dynamique qui est dialectique. Il y a des contradictions. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi fait face à d'autres contradictions. Joseph Kabila a fait face aux contradictions qui sont pires. Aujourd'hui, les défis d'aujourd'hui sont loin inférieurs aux défis d'il y a 2001. Joseph Kabila n'a pas trouvé d'État du tout. Joseph Kabila n'a pas trouvé de compte bancaire. Joseph Kabila n'a pas trouvé une économie ou un système budgétaire. Il n'y avait pratiquement rien. Donc, le travail que Joseph Kabila et la dispensation passée, le travail qu'ils ont accompli, c'est un travail de refondation des composantes majeures. Maintenant, le président Félix Tshisekedi, écoutez, après avoir financé les élections à plus de 400 millions de dollars, le président Félix Tshisekedi a trouvé les systèmes financiers de la RDC féconds et organisés pour lui permettre de mettre à sa disposition 300 millions de dollars après avoir dépensé 400 millions. Est-ce que vous comprenez que ça veut dire en termes de cash flow, la trésorerie d'un pays, 400 millions pour les élections et immédiatement après 300 millions qui sont disponibles pour faire la route, c'est-à-dire qu'on a amené les pays quelque part. Et aujourd'hui, la mission fondamentale du président Tshisekedi, il faut qu'il ait une conscience véridique de sa mission historique. Parce que s'il a une conscience erronée, pour dire que je viens arranger, je ne sais pas moi, arranger les élections ou arranger, faire les dialogues politiques, ce n'est pas sa mission. Sa mission,
C'est dire, nous avons fait les fondamentales en ce qui concerne la politique. Et d'ailleurs, la politique a consommé beaucoup d'argent. L'argent qu'on a utilisé pour les élections au jour d'aujourd'hui, en comptabilité, ça fait plus de 1,4 ou 1,2 milliard de dollars. On aurait pu construire une autoroute de Kinshasa à Kisangani. Donc, il faut comprimer les besoins, je veux dire, les dépenses politiques et à faire de gains économiques, financiers, à affecter dans la prise en charge de la situation de la population. Donc, il faut avoir comme approche la compression maximale des dépenses relatives au personnel politique, parce que ce pays ici n'appartient pas à l'oligarchie politique. Sinon, c'est que Samuel Huntington appelle la désillusion de la démocratie, c'est que la démocratie va finalement apparaître comme une conspiration élitiste, oligarchique, pour se partager le pouvoir, s'alterner au pouvoir, sans que le peuple ne trouve ses comptes. Donc il faut donner la substance sociale, humaine, développementale à la démocratie dans le sens de compression des charges, de dépenses institutionnelles et politiques, électorales, pour donner le maximum aux infrastructures et à la prise en charge du peuple. Donc il y a encore d'autres réformes à part celui-là. L'armée, il faut être, je veux dire, ambitieux, parce qu'aujourd'hui on nous dit notre armée c'est la 9e, Global Firepower, je crois, qui fait la classification. Il dit 9, on est passé de 12e, 10e, 9e. C'est plus ce qu'on dit, ce qu'on appelle military capability, ça veut dire la capacité militaire. C'est plus en termes d'hommes que nous pouvons mobiliser. La République démocratique du Congo peut mobiliser même dans les 10% de sa population, ça veut dire 8 000 hommes ou 8 millions d'hommes pour se battre. Ça, c'est une projection. Mais en termes d'arsenal, quand vous comparez notre pays avec l'Angola, l'Angola a plus dans les, je sais pas moi, 150 chars de combat. Nous en avons peut-être une trentaine. Vous prenez l'aviation. L'Angola a plusieurs avions, une cinquantaine d'avions de chasse. Nous n'avons peut-être qu'une dizaine. Donc, le président doit prendre des mesures, doit introduire des réformes majeures dans l'armée en termes de la modernisation, non seulement spécialisation, pour former par exemple des unités d'élite, pour des actions acupuncturales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les ADF là-bas, on sait où ils sont. Les ADF, si vous leur faites une guerre classique, puisque la guerre là est asymétrique, vous ne réussirez jamais. Il faut des opérations acupuncturales, ça veut dire des opérations commando, pour les mettre hors d'état de nuire un à un. Voyez-vous? Et donc, il faut qu'il aille dans ces sens-là. La problématique de la sécurité globale. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 cas de décès. Dans d'autres pays, on va déclarer l'état d'urgence dans le Nord Kivu. Parce que les 1000 personnes-là, les gens-là des ADF peuvent bien les utiliser comme des véritables armes biologiques. Si on largue 3 personnes ayant Ebola à Kinshasa, c'est l'hécatombe. Alors il ne faut pas prendre ça de manière passive, nonchalante, avec des réunions, tout ça. Il faut un véritable génie politique, un véritable génie en leadership d'État pour résoudre ces problèmes-là. Je pense que le dernier défi, c'est le défi économique. Le Congo doit devenir un État, une économie émergente en 2030. Il ne nous reste plus que 11 ans. Donc il faut prendre des mesures de la réinvention de l'économie pour la diversifier, non seulement la diversifier, mais introduire la bénéficiation. Ça veut dire mener notre économie au niveau où nos minerais, par exemple, sont transformés en produits finis ou semi-finis. Nous sommes capables... Oui, regardez, la Chine. La Chine prend notre cobalt, transporte le cobalt d'ici, l'amène en Chine, transforme en catalyseur et vend aux Américains ou aux Japonais. Les Japonais, Panasonic, fabriquent les batteries à lithium qui vendent aux Américains. La technologie de la fabrication ou la conversion du cobalt, les granulés en catalyseur pour être utilisés dans la batterie lithium, ce n'est pas de la chimie nucléaire. Nous pouvons bien former une centaine ou 200 individus, on peut bien transformer ça ici et vendre ça directement aux Américains. Mais quand nous sommes allés à Washington, nous avons parlé de tout sauf de ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a découvert le plus grand gisement de lithium au monde, dont le Tanganyika. Le lithium rock, comme on appelle, lithium rock. Parce que le lithium qu'on utilise généralement jusqu'à aujourd'hui, c'est le lithium liquide, dont le processus de traitement est plus coûteux et pose aussi des problèmes d'environnement, parce qu'il faut de l'eau, etc., pour dégager ces lithiums-là et l'extraire du liquide. Mais nous avons les lithiums en rock, dont le process pour le convertir en produit est moins coûteux. Voyez-vous? Et donc, on doit avoir des projets structurants, des projets qui changent la physionomie de l'économie pour qu'en 2030, nous puissions devenir un pays émergent
avec beaucoup d'emplois, avec un PIB par capita qui peut doubler, arriver même à $1000 par habitant. Et donc, il y a des réformes et des projets structurants économiques que le président de la République et son équipe stratégique, le gouvernement, doivent concevoir. Il y a certains observateurs qui pensent que le président actuel a du mal d'effacer son prédécesseur. L'ombre de son prédécesseur plane encore. Moi, je pense que en psychologie politique, c'est un peu... En psychologie politique, on dit que parfois, quand dans un pays, il y a saturation de supputation, de la discursivité des personnes qui n'ont pas la compétence analytique ou qui ne maîtrisent pas les outils conceptuels pour avoir un captage, une élucidation véridique de la vérité, eh bien, la société a tendance à gober, à s'imbiber de toutes ces supputations qu'on voit sur Internet, les fake news, etc., etc. La réalité, c'est que Joseph Kabila, c'était un acteur politique. Et d'ailleurs, quand il dit qu'il est autorité morale du FCC, moi, je trouve que c'est pas correct. Il doit maintenant s'assumer. Il était autorité morale quand il était président de la République. Et d'ailleurs, les concepts d'autorité morale, les Congolais l'ont inventé pour dire que quand vous êtes chef d'une institution, vous devenez autorité morale. Maintenant, il n'est pas chef d'une institution, il est un chef politique. Il doit assumer comme président, soit du PPRD, soit du FCC. C'est un acteur politique. Et j'ai vu certaines personnes, certains néophytes politiques dire que les présidents de la République, c'est regrettable, il interfère parce qu'il a rencontré les gouverneurs. Mais écoutez, moi j'ai vécu aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a l'association de gouverneurs démocrates, il y a l'association de gouverneurs républicains. Il y a des moments où les gouverneurs républicains, ils viennent à Washington ou dans une ville, ils se rencontrent avec les chefs du Parti républicain ou du Parti démocrate pour discuter des stratégies du Parti démocrate. C'est tout à fait normal, voyez-vous. Et d'ailleurs, nous devons être heureux que les deux présidents peuvent parler. Donc on ne peut pas estimer aujourd'hui que Joseph Kabila doit aller se cacher au fond de l'eau, qu'il ne devait pas parler du tout. C'est pas correct. Hier, je venais de voir sur Yahoo News, Barack Obama est de Illinois, Chicago. Oui, oui. Mais j'ai vu qu'en Floride, le gouverneur de la Floride, je pense que c'est un républicain, ils ont baptisé une avenue Barack Obama, ils ont levé le nom là-bas, ils ont fait une grande manifestation, il y avait la presse, etc., etc. Ça ne veut pas dire que Barack Obama est en train de profiler derrière Trump. Donc, on doit être équilibré pour dire que ce président, nous devons être heureux du fait qu'il y a deux présidents qui coopèrent, deux présidents qui tentent de trouver une concordance en termes de réponse aux problèmes qui s'imposent. Et il faut leur faire confiance pour dire qu'ils ne finiront pas dans la catastrophe Kasavubu Lumumba, ils ne finiront pas dans la catastrophe du Souba Sassou, parce qu'il ne faut pas oublier, ça c'est important, que nous ne sommes pas les premiers pays en Afrique centrale à connaître une passation pacifique ou civilisée du pouvoir. Les Souba et Sassou l'ont fait, et ça finit dans la catastrophe. Que Dieu nous aide. Et donc, ne soyons pas nous-mêmes les prophètes de notre propre malheur, parce que nous risquons d'appeler à l'existence les choses négatives, quoi. Il nous reste 10 minutes et nous allons parler de l'opposition, plus précisément de l'AMUCA, où le coordonnateur Moïse Katumbi a annoncé son retour au pays le 20 mai prochain. Ici, sur place, le candidat malheureux de l'AMUCA, lors de la dernière présidentielle, continue à réclamer la vérité des urnes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer l'AMUCA comme faisant partie de l'opposition? L'AMUCA, oui. L'AMUCA, on peut dire que l'AMUCA est en instance de conversion comme, je dis, force, si vous voulez, surface d'organisation de l'opposition. Parce qu'il faut dire et souligner d'un trait tout à fait particulier et gras que nous sommes en train d'assister à un effort de récomposition, ou si vous voulez, de la réconfiguration du système politique. À partir du moment où l'UDPS, qui était une composante majeure et historique de l'opposition, quitte l'opposition, il y a un grand trou. Et donc maintenant, l'opposition et le système politique est en train de se récomposer, de se réconfigurer. Et maintenant, dans l'opposition, il y a justement cette compétition des élites oppositionnelles avec le chairman Bemba, Moïse Katumbi, l'honorable Fayulu. Malheureusement pour l'honorable Fayulu, et ça c'est de la politologie pure, il n'a pas le gabarit ni la trajectoire pour s'imposer comme leader de l'opposition qui se réconfigure. On sait que sur le plan institutionnel, c'est le MLC qui a le plus grand nombre de députés
et qui peut donc assumer le leadership de l'opposition. C'est une fonction qui est institutionnelle, c'est-à-dire le porte-parole de l'opposition, c'est constitutionnel, c'est institutionnel. Et Bemba se prépare à assumer ces rôles-là. Moïse Katumbi, il ne faut pas oublier que Moïse Katumbi, sa véritable trajectoire n'est pas politique, elle est plutôt d'homme d'affaires, d'opérateur économique. Et donc il a les logiques de la régression de ces différents tableaux de formation de résultats, je veux dire sa gestion, ses entreprises, et il doit en prendre soin, et il doit prendre ça en considération. Et donc il aura tendance à être plus modéré, mesuré. Je ne pense pas qu'il va aller dans le sens de la réclamation de la vérité des urnes. Encore que la réclamation des vérités des urnes, c'est un refrain qui n'est pas d'aujourd'hui. On avait réclamé l'impérium et ça s'est estompé. Ça va s'estomper. Et d'ici 6 mois, on va se retrouver dans une situation où c'est Bemba, probablement, qui devient la figure de proue, la tête de proue de l'opposition, une opposition qui se réconfigure. Et Bemba, étant un politicien ambitieux, il sait que le président Tshisekedi, avec sa doctrine de l'état des droits, va certainement récomposer la CENI, et la nouvelle CENI va être certainement plus favorable. Il ne va pas le déclarer inéligible. Et donc, cette perspective-là le calme. Bon, maintenant, notre frère Fayoulou, ce qu'il fait, c'est tout à fait normal. Il aurait fait les contraires qu'on serait étonné, parce que ce n'est pas la première fois. Le président Etienne Tshisekedi l'a fait, il a réclamé l'impérium. Raila Odinga au Kenya a fait tuer des centaines de gens. Aujourd'hui, il est tranquillo à l'Union africaine, on lui a donné un petit poste. Au Mali, on l'a fait. C'est tout à fait normal dans l'opposition africaine. M. Fayoulou aurait fait les contraires qu'il y aurait renversement. Mais il y a une certaine opinion qui pense que la Mouka va bientôt s'éclater, surtout avec les postes. Vous avez parlé de la CENI qui doit être réconfigurée. Au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, la dynamique de l'opposition voulait avoir le poste de rapporteur adjoint, mais la Mouka a refusé, disons AMK de Moïse Katumbi a refusé. Est-ce que ce n'est pas logique? Non, mais vous avez raison, la prémisse de la question, à mon avis, est valide. Hein. La probabilité que l'opposition se fissure, et là, on ne peut pas la nier, parce que ce n'est pas la première fois. On l'a vu, c'est une pathologie des pères fondateurs. On a vu les MNC qui s'est éclaté, MNC Kalonji, MNC Lumumba, etc. On a vu également l'UDPS qui s'est fissuré. Donc, c'est une pathologie qui est là dans l'opposition. Mais ce qui est important, c'est qu'il y aura certainement et inévitablement, inéluctablement, une composante qui va prendre le dessus, et probablement, pour faire une projection, probablement c'est Bemba, parce qu'il a les capitales politiques qu'il faut. Il a l'expérience, il a la trajectoire, il a les ressources, il a un parti bien organisé. Par contre, la frange de l'opposition qui est avec notre frère Moïse Katumbi va se fissurer aussi parce qu'il y a des acteurs politiques majeurs, les Sessanga, les Lubaya, qui, eux, comptent travailler avec le président Félix. Je ne vois pas Sessanga en train de refuser un poste à la hauteur de sa capacité intellectuelle qui est très, très appréciable. Donc, la Mouka peut se fissurer doublement, en ce qui concerne notamment le repositionnement de MLC et de Chairman Bemba, mais ensemble peut se fissurer avec des gens qui peuvent aller dans le gouvernement. Mais ce qui est important, c'est que les systèmes politiques, comme il est en mutation, il est important que l'opposition se réconfigure pour jouer un rôle positif qui est susceptible de contribuer à la conception des meilleures politiques publiques, mais également à l'impulsion du pays vers la consolidation de la démocratie et la réalisation du rêve du Congo émergent. Monsieur Hubert Kabassoubabou, Kananga vous manque? Kananga me manque, je vais y aller bientôt, comme mon frère Martin Kabouya, avec qui j'ai des conversations tout à fait fécondes en termes de projets que nous pouvons réaliser dans le Kasaï. Comme il est perméable à mes idées, je pense que je pourrais descendre, parce qu'il ne faut pas oublier que Kananga, dans la nouvelle vision des experts nationaux et internationaux, Kananga est censé devenir le 4e pôle d'impulsion de la croissance économique en RDC, en ajoute ou en complément d'autres pôles qui étaient Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Et donc, il faut qu'il y ait... On ne peut pas développer le Congo, un pays sous-continent, sans déploiement de ce qu'on appelle aux États-Unis l'intelligence synergétique ou l'intelligence symbiotique. Il faut que tous les Congolais, toutes les expériences, toutes les intelligences se mettent ensemble pour propulser le pays. Et donc, voilà ma prise sur cette préoccupation. Monsieur Hubert Kabassoubabou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je remercie B1 et je dois dire que j'apprécie la structuration de vos studios.
le sens de l'esthétique que j'ai vu, du dedans et du dehors. Et voilà, je suis heureux et je salue les téléspectateurs. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.